Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub. Racaille le 14e, avec Jean, à l'instruction publique. Roro, qui crache dans le micro, à la régie. Je suis planté à la régie, puisque nos deux camarades techniciennes, l'une est absente, alors on a reçu un mot de sa mère, puisqu'elle n'est pas très bien en ce moment. Et l'autre, par contre, elle fait la bleue, sans mot d'excuse, et ça, c'est pas bien du tout. Donc, elle sera punie. Bien, on va tout de suite passer aux choses sérieuses. Je vais demander à mon camarade Jean ce qu'il va nous dire dans son micro. Et donc, je lui passe la parole tout de suite, là, parce ça y est. De rêver. J'ai la petite lumière rouge. Allez, tiens, cette fois-ci, c'est moi qui commence avec... Bah oui, mon Jean. La minute, hein. Tu fais ou alors... attends, non, c'est parce que... Normalement, je dois passer une musique. Oui, absolument, c'est vrai, je suis... Voilà, pour une fois que c'est pas moi qui pédale dans la smoule. Alors là, je suis complètement perdu ce matin. Bon, je voudrais d'abord souhaiter un bon anniversaire à notre copine Hélène Courtois Redoutée. Elle a 48 ans aujourd'hui, dis donc. Oh là. Ouais. Pauvre vieille. Ouais, pauvre vieille. Pauvre vieille Hélène. On te fait un gros bisou, hein. Ouais, on t'aime. Enfin, ouais, on t'aime. J'espère que tu nous reviendras nous voir. Bien sûr. Un de ces quatre. Et puis, n'oublie pas de nous envoyer ton actualité. Je reçois pas souvent des choses quand même. Et puis, effectivement, cette émission va être consacrée à art et technique. Alors, art et technique, sans technique, un don n'est rien qu'une sale manie. Oui, une émission sans technique, c'est rien que pas du tout d'émission. Oui, c'est pas du tout d'émission. Et puis, avec une mauvaise technique, c'est peut-être pire que pas d'émission du tout. D'en produire une, on arrive quand même à faire quelque chose. Mais enfin, bon, savoir à quoi ça ressemble exactement. Hein. Donc, on commence avec Georges Brassens, le mauvais sujet repenti. Oui, y a comme un petit problème. Je pourrais pas dire, mais ça fonctionne pas ce truc. J'ai dû me planter quelque part. Bon. Pourtant, je suis... Ah non, oui, bien sûr, je me suis planté, effectivement. Ça partait trop bien. Voilà, on y est. Et non, toujours pas. Bon, ben écoute, Jean, ce serait mieux que tu commences à parler, parce que je crois que je suis vraiment un très mauvais. Non, t'es sûr? Je ferme tout, non, ça va pas venir. Je sais pas. Alors, je vais passer à la 3, peut-être que ça va aller mieux. Voilà. Rien du tout à l'antenne. Ah, si, ça y est, oui. Pardonnez-nous pour ce blanc un peu prolongé, mais il y a eu une espèce de bug au niveau de la régie. Donc, je vais vous passer tout de suite la parole à mon camarade Jean. Ça partait trop bien. Voilà, j'ai pris trop de confiance. Bon, écoute, j'ai deux petits paplards ce matin. Donc toi, j'en fais d'abord un, tu fais le tien, et puis je finirai. Tant pis pour le père Georges, on y reviendra une autre fois pour illustrer cette émission consacrée à art et technique. Alors, deux coups de gueule cette semaine. Le premier, c'est sur la déliquescence du service public. Hein, et le second, ce sera donc, après le papier de Robert, sur la République irréprochable de Nicolas Sarkozy. Dans le Calvados, le taux de redoublement en 6e atteint 10% au sein de certains établissements, a regretté Jean-Charles Huchet, inspecteur d'académie à Caen depuis octobre 2010. Fort de ce constat, il a décidé pour la rentrée de septembre 2011 de réduire les moyens. Les moyens, c'est les cours, des heures de soutien, des établissements présentant un taux de redoublement supérieur à 2,5%. La réduction annuelle pourrait en fait aller ainsi d'1 heure jusqu'à 10 heures de cours pour 31 établissements donc du Calvados. Alors, quand la connerie, parce que je ne peux pas dire autre chose, atteint ce niveau d'intensité, elle laisse pantois ceux d'entre nous, et on est quand même un certain nombre, qui n'ont pas la chance d'être sarkozystes. Mais ne l'étant pas, en contrepartie, ils comprennent aisément que, contrairement à ce qui se passait jusqu'ici, ce sont les établissements qui en ont le moins besoin qui se verront offrir le plus de moyens, sous couvert d'encourager les pédagogies dites, à nouveau entre guillemets, innovantes, comprenez celles qui masquent le mieux l'échec scolaire.
et que ce qui est visé ici, évidemment, bien sûr, c'est la compétence des profs, jugés insuffisamment créatifs en haut lieu. Créatifs, entre guillemets, à nouveau, bien sûr. Les sarcolâtres apprécieront eux davantage ce concept de bonus-malus qu'on croyait, qui était jusque-là réservé au contrat d'assurance, et ce nouveau coup de canif apporté au pacte social, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais par l'équipe de fossoyeurs du service public actuellement au pouvoir. Voilà, Robert, à toi. Bien, écoute, je vais essayer de faire court parce que je m'aperçois que donc je suis encore un peu perturbé par cette histoire de machin. Je pense que ça va fonctionner la prochaine fois. Je voudrais vous parler d'un complot islamiste qui se trame contre notre République laïque et fraternelle. Voilà un complot islamiste qui en rappelle un autre qui a fait florès dans les années d'avant le dernier conflit, la dernière boucherie, le dernier massacre mondial, et même pendant celui-ci, et surtout pendant celui-ci, le complot juif, je sais pas si vous vous souvenez, qui a donné à nos camarades d'outre-Rhin, qui a fait fabriquer en quelque sorte la Shoah, et qui sont tous les deux les fonds de tiroir des frontistes du Celte borgne, et maintenant de la poupée Barbie qui lui succède à la tête de sa bande de zouaves. La poupée Barbie. Oui. Mais depuis quelque temps, ceux de la droite classique et mes camarluches, de certains groupes d'extrême gauche entre 12 guillemets, ardents défenseurs de la laïcité. Voilà, ça, il y a une sorte de contamination. Au nom de quoi, de qui, on ne sait pas, les plus monstrueuses conneries sont exprimées. Par exemple, qui compare des gamines voilées, traitées accessoirement de fantomas, de Belphégor et autres sobriquets de bon goût, à des petites soldates de l'islam. Oui, vous voyez, des gamines, vous avez vu tous à la télévision des gamines voilées. Tenez-vous bien, ce sont des soldates de l'islam, de ce islam qui complote, qui fait partie d'une offensive structurée, programmée pour imposer la loi islamique à la patrie des droits de l'homme, et de la femme, et des enfants, et on peut continuer longtemps cette litanie, et ce qui nous fout évidemment une vache de tremblote dans les genoux. Et puis on fait donc des cauchemars, parce que on est des êtres sensibles. Puis de là, on glisse tout doucement vers l'arabe de service, la peur de l'arabe de service, que le petit chef à talonnettes qui squatte l'Élysée a élevé au rang de préoccupation nationale. Ça continue d'ailleurs parce que il est tellement planté dans les sondages qu'il fait de la surenchère permanente, qui flatte le cul du raciste béotien de base. Se reporter au début de ce blabla où je parle de la bande du Borgne celte ou du Celte borgne. Voilà, parce que je voudrais pas parler de Bretons, puisque les Bretons qui sont pas de sa mouvance pourraient se sentir un petit peu ravalés au rang de zozo. Alors on a peur des Arabes. Et alors donc notre petit chef qui squatte l'Élysée et qui a élevé ça au rang de préoccupation nationale pour flatter le cul du raciste béotien de base et qui semble terroriser les oiseaux foie blanc de riposte laïque. On y arrive, parce que tout ça, si vous parlez de cette espèce de secte, je sais pas comment on peut appeler ça, dont deux éminents représentants, dont il est inutile de faire la publicité, un mec et une meuf, se font l'écho dans un livre, Les Dessous du voile, 1989-2009, 20 ans d'offensive islamiste. Alors, je sais pas, Jean, si tu t'es aperçu qu'il y avait une offensive islamiste dans notre beau pays. Bon. Jean, il a l'air de pas du tout être au courant. Il n'est pas non plus indispensable d'acheter. Je parle du bouquin. Si on ne veut pas se retrouver à retourner à quelques millions d'années en arrière. Surtout pas à notre chère librairie Publico. Je pense que vous le trouverez pas de toute façon. Le terreau est fertile d'un pays de 20 millions de pauvres cons qui jonglent avec les factures impayées, l'électricité, le gaz, et téléphone et de loyer. Et les avis d'expulsion d'huissiers. Là, le printemps, bonjour les hirondelles. Enfin bon. Il faut donc un bouc émissaire, ça a toujours été comme ça, il faut un bouc émissaire, comme on dit, dans nos campagnes reculées, parce que dans nos campagnes reculées, c'est pas Jojo. Et j'en reviens, moi je peux vous dire que bon. Mais le drame, car c'en est un, et que les soi-disant meufs ou mecs de gauche se fassent les chantres de l'Alali. Non, soi-disant, parce que vraiment c'est pas du tout des mecs de gauche.
Suce aux bronzés qui prient dans les rues, qui veulent ériger des mosquées, qui préfèrent les tenues vestimentaires enveloppantes plutôt que les mini-jupes, pour lesquelles, perso, j'ai comme une grosse faiblesse. J'en connais une rouge coquelicot portée par une grisette, je vous dis pas. Enfin, la liste est infinie des cancans facho-racistes à la con. L'Occident est en danger, faisons de nos corps blancs un rempart contre cette putain d'offensive de complot qui vise à voiler nos filles et nos compagnes, ça vous rappellera une chanson guerrière, à nous obliger à picoler de l'eau plate, à ne plus bouffer de choucroute garnie, et de nous aplatir dans la rue le prose en l'air pour prier le barbu. Marchons, marchons, qu'un sang impur, oh non, qu'un rouge impur, voulais-je dire, abreuve nos sillons, tas de couillons. Voilà, c'était un peu long, je suis désolé, mais il fallait que je me rattrape parce que, comme j'ai floppé au début de cette émission avec la technique, alors je vous donne un petit éclairage sur ces fameuses ripostes laïques. C'est l'équivalent des mouvements néoconservateurs US qui recyclent sous couvert de laïcité le discours de choc des civilisations et de guerre contre l'islam. Ils ont été les premiers à lancer la polémique sur les prières de rue des musulmans et leur assise contre l'islamisation de la France a dépassé un palier dans l'islamophobie et l'incitation à la haine. Voilà, c'est fini mon Jean. À toi. Voilà, puis si vous voulez faire un sale coup à Robert, vous allez discrètement déposer le bouquin dans les rayonnages de public. Ah non. Voilà, appel aux vocations. Ouais, d'accord, bon. Bon, ben, le deuxième coup de gueule, je vous avais promis de faire régulièrement jusqu'en 2012 le point sur la réalisation des différentes promesses du candidat Sarkozy par le président du même nom. Et on commence cette semaine par la fameuse République irréprochable, promise donc en 2007. C'était peut-être même le premier point de ces promesses, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que népotisme, ça vous dit quelque chose? On a déjà vu ça avec l'affaire de l'EHPAD et du prince Jeannot. Ça pourrait vouloir dire République de ceux qui sont nés potes. Tu vois, ou nés copains, ou nés coquins même. Nés copains ou nés coquins, comme Sarkozy et Hortefeux, par exemple. Ouais, Hortefeux de Boué, oui. Hortefeux de Boué. Mais en fait, ça veut dire République de ceux qui sont nés fils, neveux ou cousins. On croise ainsi, dans les allées du pouvoir, la fille de Gérard Longuet, qui vient d'être nommé ministre de la Défense. On croise ainsi dans les allées du pouvoir la fille de Gérard Longuet qui a été engagée par le secrétaire d'État Hervé Novelli, qui militait, mais ça je le mets entre parenthèses, c'est une information de moindre importance, qui militait avec son père dans le groupe d'extrême droite, le fameux Occident. J'imagine que tu t'es frotté à eux comme moi plutôt 2 fois qu'une, mon cher Robert. Avant de rejoindre le cabinet de Luc Châtel. Ils sont en plus très faciles à recycler. On y croise aussi Olivier Marleix, par exemple, le fils du secrétaire d'État aux collectivités territoriales Alain Marleix, qui émarge au pôle social. On ne sait pas exactement ce que cette attribution signifie, mais enfin au pôle social de l'Élysée. On y croise encore François Guéant. Vous dit quelque chose, ce nom de famille? Ah oui, le nouveau ministre de l'Intérieur. Le rejeton du nouveau ministre de l'Intérieur, absolument. Il suit quand même plus qu'il ne le prétend l'actualité, ce cher Robert. Et ancien secrétaire général de l'Élysée, qui, donc son fils, qui a intégré le cabinet de Rachida Dati avant de rejoindre celui donc d'Alain Marleix. On y croise encore et encore Consuelo Remert. Ça, c'est un nom qui paraît très exotique comme ça, mais c'est la demi-sœur de Carla Bruni Sarkozy, qui a été recrutée en juin 2008 à la cellule diplomatique de l'Élysée, tu vois, ou encore Pierre Bachelot. À ne pas confondre avec Pierre Bachelet. Oui. Bachelot, ça te dit quelque chose? Ah bah oui, c'est un proche de Roselyne. Absolument, c'est son fils. Son fils, bah c'est son fils, absolument. Je croyais qu'avec les vedettes du showbiz qui avaient une filiation comme ça. Non, je vois ça. Les politiques aussi. Non, c'est son fils. Il est pas né d'une seringue. C'est pas une insémination H1N1. Non, j'aurais plein la seringue parce que là. Et qui fait office de conseiller parlementaire auprès de sa maman. Bien sûr. Un petit peu vague, mais enfin, lui, en tout cas, en tant que conseiller parlementaire, côtoie Isabelle Barnier, la femme de l'ancien ministre de l'Agriculture. Du coup, après l'éviction de Michel Alliot-Marie, que Sarkozy, d'ailleurs, n'a même pas cité dans son allocution de dimanche soir, et dont le Premier ministre François Pignon nous dit qu'elle s'en va
parce qu'elle est intègre, hein, qu'elle n'a rien à se reprocher. Merci pour ceux qui restent, hein, ça laisse le doute quand même. On s'inquiète pour sa nièce, Ludivine Olive. Entendu parler de Ludivine Olive? Oui, Olive, oui. Qu'elle avait fait embaucher dans son cabinet du temps où elle était à la chancellerie, c'est-à-dire ministre de la Justice, garde des Sceaux. Hein. Voilà. Que va devenir cette pauvre petite? Parce que là, elle est plus protégée quand même. Mam, elle est vraiment débarquée. Hein. Alors, avec son maigre Doug de droit, comment va-t-elle retrouver un job à, tenez-vous bien, là, il y en a qui vont un peu, qui risquent de s'évanouir, mais je vous raconte pas de conneries. Hein. Comment va-t-elle retrouver un job à 13 000 € mensuels, payé par le contribuable? Je précise quand même, pour que ce soit pas trop douloureux. Hein. Ouais, d'accord. Voilà, ça risque de pas être facile, hein, mais on vous promet de vous tenir au courant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Eh bien, merci mon Jean. Fonctionne toujours pas. Je suis vraiment mal. Non, bah non. Alors... Je comprends pas. Il y a un truc. Alors si c'est comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Tu as changé de lecteur, non? Bah oui, je l'ai mis sur le CD2, mais apparemment.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité. À Racaille, le 92e, on espère, enfin j'espère qu'il n'y aura plus trop de blancs. Avec Jean à l'instruction artistique et publique, évidemment. Roro qui tient le crachoir dans la régie. Et puis la musique, voilà. C'était Rockin' Squat. Bien. Démocratie fasciste. Ouais. On est en plein dedans. Ah, en plein dedans, ouais. Bien, mon Jean, eh ben, écoute, à toi de jouer. Je vais vous lire un extrait de Art et Technique, hein, c'est le thème même de l'émission, qui date de 1956. C'est par Pierre Francastel. Pierre Francastel, moi aussi, je suis un peu perturbé. Excuse-moi. Ah, c'est de ma faute, mon Jean. Je te vois tellement malheureux, là, devant tes au-dessus de tes potards. Je pense que ça c'est très de tes potards récalcitrants. Pierre Francastel, c'est 1970. Hein. Alors, dans cet essai qui reste son œuvre majeure, hein, on peut le dire, Pierre Francastel remet en fait en cause le préjugé selon lequel la société contemporaine voit s'accentuer le divorce entre l'art et la technique. Pour lui, la technique n'a jamais été une fin en soi. Ça nous parle à tous les deux, j'espère que ça vous parle aussi. Elle doit servir les valeurs de l'art, comme elle sert les valeurs d'autres productions. Hein, et leur accord, en fait, l'accord de l'art et de la technique, hein, ne peut qu'aider, en fait, à leur développement respectif. Le but de cet ouvrage était de montrer le sens et la nécessité d'une prise de position historique en matière d'esthétique pour pouvoir aborder utilement l'étude critique de l'art actuel. On ne s'écartera pas du problème précis qu'on a ainsi soulevé, celui des relations de fait et de principes qui existent actuellement entre les développements de l'art et les formes d'une civilisation qui se considère comme essentiellement technicienne. Ayant établi que l'art, comme toute autre activité fondamentale, est inséparable lui-même d'une certaine technicité, aussi bien sur le plan de la pratique manuelle que sur le plan de l'organisation intellectuelle qui dirige l'artiste vers la création de systèmes figuratifs dotés d'une certaine stabilité et susceptibles de transmission, on pense avoir démontré que l'opposition courante entre art et technique était une fausse opposition, un de ces faux problèmes qui déforment à la longue les esprits et les œuvres. Il ne saurait y avoir d'opposition, en effet, entre des choses qui ne sont pas de la même nature, ou si l'on préfère du même niveau, et qui sont toujours complémentaires. Dans l'art, il y a nécessairement des techniques matérielles et intellectuelles, et on n'observe en effet aucune opposition entre la forme particulière des techniques actuelles de l'art et la forme également particulière des autres techniques humaines, qu'il s'agisse des techniques productives de ces objets innombrables qui transforment entièrement le domaine de nos activités, ou des techniques de la pensée ordonnatrice de notre expérience, en vue d'une compréhension et d'une intervention active de l'homme sur la matière. On peut ajouter que dans la plus large mesure, les techniques sont ce qui rapproche positivement le plus les uns des autres les hommes de types divers qui forment une société. Non seulement les techniques les rendent en effet utilisateurs des mêmes objets, mais elles établissent des affinités profondes d'esprit entre des types d'individus aussi divers que des mathématiciens ou des peintres, des sculpteurs ou des mécaniciens. Une certaine façon de lier les sensations, la même conception de l'espace opératoire, la même croyance dans certains systèmes d'association des images rendent solidaires des individus que leurs idées abstraites ou leur vocation active rendraient autrement totalement étrangers les uns aux autres. La notion de technique est au fond sous-jacente à l'idée de milieu naturel, étant entendu, comme on l'a vu, que ce milieu où évoluent toutes les sociétés est toujours un milieu fabriqué, grâce précisément au double réseau des techniques matérielles et figuratives. La technique ne crée pas les valeurs d'une société, elle les sert et les matérialise. Que c'est beau, mon Jean. Non, il y a des phrases,
c'est pas à écouter en fait, c'est à lire soi-même parce que c'est vrai qu'il y a les phrases sont très très longues, donc c'est difficile. Ils peuvent le lire sur le blog. Hein, oui, absolument. Merci de rebondir là-dessus, Robert. Mais c'est un petit peu compliqué à recevoir comme ça. En tout cas, le Arrêt technique donc est publié chez Gallimard. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie. Ça doit coûter moins d'une dizaine d'euros. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro. Fille du Calvaire, Oberkampf, République. Oui. Ah mon Jean, dis donc. Téléphone 01 48 05 34 08 et puis le site internet de la librairie, c'est après les W, librairie-publico, publico.com. Bien, merci infiniment, Jean. Donc on va faire du trapèze là ou de l'équilibre. Je vais essayer non, ne vous affolez pas, camarades auditeurs. Vous avez à la technique un espèce de plantigrade, bref, quelqu'un qui marche à quatre pattes, effectivement, et alors, ça vous gêne? Bon, on va essayer d'envoyer la musique, je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, j'y mets beaucoup de bonne volonté.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, le 92e, je sais pas si ça vous gonfle, mais moi ça me donne le temps de reprendre mes esprits, avec notre Jean, notre Hussard noir de la République, qui va poursuivre sa mission, quasiment impossible d'ailleurs, parce que bon, mais on y croit nous en tout cas, pour nous parler tout de suite et sans s'arrêter vraiment sur mes bafouillages je prends mon petit papier, vous entendez le bruit des feuilles que je remue. Eh bien, c'est histoire de vie, histoire d'artiste, histoire du peintre des peintres. Et c'est qui, je vous le donne, Émile? Mon Jean? Velasquez. Aïe! Velasquez. Bon, faut que je vous précise quand même que Robert a compris quelque chose pendant la pause, au niveau technique. Et qu'il y a quand même un avantage avec lui, c'est que ce qui est compris est définitivement oui, alors là, intégré. Nous n'aurons non plus jamais de problème technique. Je crois que tu t'avances un peu, là. T'es téméraire, mais enfin, nous, on est des téméraires. Maïté et Piquécou, vous pouvez prolonger vos vacances. Oui, mais... Et puis, avant de vous parler un peu de Velasquez, je voudrais juste vous rappeler l'événement Emmaüs auquel notre copine Guillemette, qui était notre invitée la semaine dernière, participe très activement. Ouais. C'est de l'objet qui déborde à la création qui dégage. Ce sont des créations uniques, en fait, à partir d'objets de seconde main qui ont été donnés à Emmaüs. Et alors la transformation de ces objets s'est faite à l'atelier du vaisseau, au centre de tri Emmaüs Avenir de Neuilly-sur-Marne et de Neuilly-Plaisance. Et puis, donc, cette expérience est aussi raconté par Sylvie Hennequin et photographié par Pat Dana. Voilà, c'est une vente éphémère en fait. Et alors le déroulé, c'est à peu près ça. Le 3 mars 2011, c'est-à-dire c'est jeudi. Jeudi, tout à fait. Il y a une vente buzz au cul du camion, comme on dit, de 12h à 15h. Ça, c'est place du Palais Royal de Paris. Et j'y serai. C'est dans le 1er arrondissement. Robert y sera. J'essaierai d'y être aussi. Bon. Et puis, dans un deuxième temps, une vente nocturne de 18h à 22h des créations, donc, et exposition des photos aussi à la communauté Emmaüs de Neuilly-sur-Marne, avec ouverture exceptionnelle de tous les espaces de vente. Donc ça, c'est le même jour, le 3 mars 2011, de 18h à 22h, qui suit la vente au cul du camion de 12h à 15h, place du Palais Royal. Et puis du 4 au 12, il y aura une vente des créations et l'exposition photo, toujours sur le site de Neuilly-sur-Marne. Voilà, je vous donne l'adresse, c'est 15 boulevard Louis Armand, 93 330 Neuilly-sur-Marne. Voilà, donc du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30. Voilà, chaque création sera vendue en fait avec l'histoire de sa transformation. Le montage électrique des lampes et le garnissage des coussins sont neufs et conformes aux normes en vigueur, précise notre chère Guillemette. Voilà. Donc Velasquez, c'était dit 1599, 1660. Il venait du peuple, Velasquez. Il n'en sera pas moins considéré par son époque comme un seigneur parmi les artistes. C'est pas moi qui invente ces termes. Le 19e siècle le consacrera même comme le peintre des peintres. Entre les deux, il connaîtra une forme d'oubli. Assez injuste, mais bon, obligé par l'Inquisition à peindre nombre de sujets religieux, il n'en restera pas moins un sceptique, profond, comme l'atteste une lecture attentive de ses toiles. Il affectionnera en effet toute sa vie les équivoques du sens visuel et les incertitudes spatiales, et il semble bien qu'il ait d'abord cherché à concentrer notre attention sur les réalités d'ici-bas, utilisant pour ce faire de deux moyens techniques dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Jusque dans ses tableaux les plus officiels, son ironie transparaît, comme dans ce portrait équestre de son protecteur, le duc d'Olivares, qu'il représente en matamor responsable de beaucoup de guerres et de morts, alors qu'il se tenait dans la réalité prudemment très très éloigné des champs de bataille. Et son génie est tellement évident, sa technique si éblouissante qu'en 1623, alors qu'il est à peine âgé de 24 ans, il est admis comme peintre du roi. Ouais, ça c'est assez exceptionnel. Et qu'il le restera d'ailleurs jusqu'à sa mort, 37 ans plus tard. La beauté picturale sans précédent de ses œuvres lui permet d'imposer son audace.
ainsi hostile pour représenter, ça va vous rappeler un peu Caravage, dont nous avons parlé un certain nombre de fois ici, ainsi hostile pour représenter les grandes figures de la civilisation ancienne, faire poser d'insolents clochards ou d'empâtés buveurs. Il est vrai qu'il a besoin de cet exutoire, tant il se heurte au problème d'avoir à peindre à la cour les malheureux visages d'une famille de dégénérés. C'est affreux à dire, mais mais quand on voit enfin, on a un aperçu de... il y a une galerie absolument extraordinaire. Quand tu mets ça côte à côte, c'est très impressionnant. Les Habsbourg, la fin plutôt des Habsbourg de cette branche-là, en tout cas, son pinceau s'enivre alors à restituer en touches pétillantes comme des étincelles. C'est un peu lyrique, mais bon. Oui, non, mais pourquoi pas, écoute. Les somptuosités d'un beau cuir, les légèretés d'une collerette de dentelle, les éclats de la soie, ou du métal, d'ailleurs aussi, parce qu'il y a un certain nombre d'armures, ainsi que les profondeurs d'une fourrure. C'est assez spectaculaire, la fourrure, chez Velázquez. Il fait se juxtaposer, donc comme je l'avais initié tout à l'heure, deux techniques. Il traite les éléments qui composent le fond ou les décors d'une manière expéditive à grands traits. C'est assez impressionnant quand on regarde Velázquez de très près, alors qu'il enveloppe les êtres et les objets sur lesquels il veut monopoliser l'attention. Oui, focaliser l'attention, d'une véritable vapeur lumineuse, obtenue avec une texture finement granuleuse, très très élaborée. Et il innove. Les ombres ne sont plus rendues avec du noir, comme c'était le cas jusque-là, mais suggérées avec une couleur à part. 2 siècles plus tard, les peintres de plein air, je veux évidemment parler des post et pré et impressionnistes, montreront au monde qu'ils ont parfaitement compris la leçon de Velázquez. C'est le ruissellement de tous les rouges imaginables qui fera du portrait du pape Innocent X l'un des tableaux les plus célèbres du monde. Il utilisera la technique acquise en Italie à cette occasion pour régénérer la peinture officielle dont il a la charge à Madrid. Manière abrégée en quelque sorte, ou de légères traînées de couleurs diluées sans doute dans l'essence, mais bon, on n'en est pas sûr. Et puis qu'est-ce que c'était que l'essence à cette époque, ça je sais pas exactement. Enfin, suffisent en tout cas en un fouillis pré-impressionniste, là aussi à reconstituer non seulement les plus savantes harmonies de ton, mais aussi les textures les plus rebelles, comme la dentelle ou le pelage des chiens. J'ai déjà parlé de ça tout à l'heure. Ce qui frappe d'abord chez lui, c'est la liquidité de la touche et son apparent désordre. Mais l'effet final est d'une efficacité confondante. Pour autant, il ne fut pas un peintre prolifique et moins de 150 toiles seulement peuvent lui être attribuées avec certitude. De plus, et ça nous interpelle, aussi bien Robert que moi, il est l'un des rares dont on ne connaisse ni dessin ni esquisse. Rien, on n'a rien retrouvé. C'est absolument extraordinaire. Aussi est-on enclin à penser qu'il attaquait directement ses tableaux au pinceau, sans travail de préparation préalable. C'est d'ailleurs ce qui a permis à certains de jeter après sa mort le discrédit sur sa peinture, en voyant publiquement dans sa touche un certain effet du hasard. C'est plutôt gonflé quand on observe toute la peinture, mais bon, toute sa peinture. En tout cas, 350 ans plus tard, l'évidence s'impose. Le génie, la liberté et la maîtrise de ce peintre né du peuple avaient d'emblée été souverains. Voilà, une toile de Velázquez, peut-être le portrait d'Innocent X, si j'arrive à mettre la main sur une reproduction correcte, sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.com. Non, mais je trouve extraordinaire, moi, justement, cette... déjà que des oiseaux, je vois qui ça peut être, des académiciens, et puis, enfin... prendre cet argument pour déglinguer son œuvre, c'est vraiment débile. Non, sérieusement. Ouais, c'était au XVIIIe siècle. Le XIXe siècle, la réhabilité, et puis depuis, d'accord. Il est... ouais, parce que là, vraiment, c'est au contraire. Moi, je pense que voilà, s'il a cette spontanéité, on en parlait tout à l'heure, en buvant notre allongé. Enfin, moi, en tout cas, je suis, cette spontanéité, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qu'on est, nous, les spontanéistes, un ancêtre, on puisse se revendiquer d'un ancêtre comme ça, en tout cas, Mais bon, c'est une cabale qui avait commencé juste après sa mort, donc on peut soupçonner au départ qu'il y avait pas mal de
jalousie vis-à-vis de cette espèce d'hégémonie quand même qu'il a exercée sur la peinture espagnole. Je rappelle, c'était quoi, 37 ans, j'ai dit, 37 ans, il est resté peintre officiel du roi. Il y en a qui ont dû trouver ça long. Oui, bien sûr. Surtout les mauvais. Bon, on va se passer une petite zik. Je sais maintenant ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Donc, pas de souci, c'est parti. Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. À Racaille, on est à 9-2, avec Jean toujours à poste. C'est
c'est l'ossature de notre émission, c'est la colonne vertébrale de ce moment que nous passons ensemble, qui va tout de suite vous parler, toujours dans la série Velasquez, des Ménines, pour vous expliquer un peu ce que c'est que des Ménines. Donc je lui passe le micro, ce que j'avais complètement oublié de faire. Donc tu peux y aller, mon Jean, ça y est. Ouais. On vient d'écouter Eric B. and Rakim, Don't Sweat the Technique, et puis un petit peu avant, on avait entendu Immortal Technique. Oh, j'adore. The Message and the Money. D'accord, Maurice. Voilà. Allez, un petit coup d'un chef-d'œuvre de Velasquez, hein. Je dirais même les dessous d'un chef-d'œuvre. De temps en temps, je ferai ça. Il y a un bouquin qui s'appelle Les dessous des chefs-d'œuvre, qui est publié chez Taschen. Ils font pas souvent de bons livres d'art, hein, mais ceux-là sont pas mal. C'est en 2 volumes. Mais je vous dirai précisément, je vous donnerai les références la prochaine fois, hein. Il y a un certain nombre de tableaux comme ça, de grands tableaux qui sont décortiqués point par point. Chaque morceau en fait de tableau, on nous donne l'origine de la symbolique et tout. C'est vraiment pas mal foutu. Ouais. Et là, notamment, toutes les infos que je vais vous donner sur les Ménines de Velasquez, le tableau date de 1656, donc c'est 4 ans avant la mort de Velasquez, hein, sont tirés de ces dessous des chefs-d'œuvre. Nous sommes dans l'atelier de Velasquez, hein, au Palais Royal de Madrid. L'artiste peint Philippe IV, hein, et son épouse Marianne. Le couple n'est visible que dans le miroir suspendu au fond de la pièce. C'est assez gonflé, hein, quand même, cette histoire, hein. Au centre de la scène est l'infante Marguerite, hein, 5 ans, dont on a l'impression qu'elle vient d'entrer avec sa suite. La lumière tombe sur la petite fille et le regard de ses parents, donc dans le miroir, hein, repose sur elle. Il semble qu'elle personnifie le bonheur familial, la richesse et un avenir prometteur, hein. Pourtant, Philippe IV, qui a alors 51 ans, hein, a mené l'Espagne à sa ruine, tant politique qu'économique, au moment où ce tableau est fait. La cour n'a plus d'argent, et l'hiver, il n'y a pas assez de bois pour chauffer le palais. Le poisson pue, hein, même s'il est servi dans des assiettes en or, hein. Ouais, on sera d'accord avec moi. Ouais. Chez Philippe IV, là, je vais être un peu sévère, hein, mais c'est vraiment ce qu'on peut dire, hein, la dégénérescence se manifeste surtout par un manque de volonté quasi pathologique, hein. Si sur le plan politique, il est le jouet de ses premiers ministres, hein, sur le plan privé, il est l'esclave de ses sens. On lui attribue 32 enfants naturels et presque autant de maîtresses, hein. Cette vie de débauche, je mets ça entre guillemets quand même, hein, ne s'accorde évidemment pas avec son extrême piété. Ouais. Il y a de quoi devenir schizophrène, hein. Et sa conscience, bien évidemment, ne cesse de le tourmenter. Alors, sous son règne, l'Espagne perd la Flandre. Le Portugal et la Catalogne se dégagent de leurs liens avec Madrid, hein. Les colonies sont menacées par la puissance maritime toujours croissante de l'Angleterre. Velasquez n'a peint aucun autre portrait du couple royal que celui à peine esquissé dans le miroir, là, hein. Celui-ci est le seul où ils sont représentés ensemble. Et ce, de manière floue, donc forcément peu distincte, hein. Philippe IV ne s'est pas intéressé à sa femme bien longtemps, il faut dire, hein. De 30 ans son aîné, il ne l'a épousée que pour renforcer l'alliance entre Madrid et Vienne, hein, comme ça se faisait malheureusement couramment à ces époques éloignées. L'année où est peint le tableau, donc 1656, hein, je le rappelle, un héritier se fait toujours attendre. À part l'infante Marguerite, la reine ne mettra au monde que des enfants mort-nés, 2 fils qui mourront très jeunes, et un fils à demi-idiot qui succédera quand même, hein, à Philippe IV, et avec lequel s'éteindra lamentablement la branche espagnole, hein, des Habsbourg. L'infante Marguerite est donc alors l'unique enfant du couple royal. Sa naissance et le fait qu'elle soit en bonne santé nourrissent l'espoir d'un possible héritier mâle, hein, qui lui serait en bonne santé de la même façon qu'elle, hein. Pour bien évaluer l'importance de la lumière qui tombe sur l'enfant, hein, dans le tableau, il faut songer à ses espoirs toujours déçus, hein. L'infante ne se conduit pas comme une petite fille ordinaire, elle ne regarde ni le pichet qu'elle saisit, ni la demoiselle d'honneur agenouillée à côté d'elle, hein. Elle sait se maîtriser déjà pour ses 5 ans, hein, et a conscience de son rang, c'est vraiment évident, hein. Les suivantes qui encadrent la petite princesse sont issues des plus grandes familles.
Si à gauche la ménine ne s'agenouille pas, c'est parce que l'étiquette le veut ainsi, en fait. Il n'est pas d'autre cour en Europe à l'époque où le protocole soit si compliqué et si rigide que la cour d'Espagne, et il se durcit encore, évidemment, avec la décadence de l'Empire, car quand tout s'écroule, on se cramponne à l'étiquette. C'est comme ça partout. Alors, pour rendre supportable cette sévérité et l'éternel ennui, on amène à la cour des bouffons et des nains. Les nains ont tous les droits. Ils n'ont pas à respecter la hiérarchie de la cour. En fait, ils sont considérés comme des animaux domestiques. Quand on dit tous les droits, c'est les droits d'un chien, en fait. Ouais, tout à fait. Et ce n'est pas pour rien qu'ils se trouvent à côté du chien, sur le tableau. Alors la cour se part d'hydrocéphales, d'estropiés et de débiles. Maria Barbarola, dont tout le monde, je pense, a la tête en mémoire, avec sa tête de vieille femme sur un corps d'enfant, n'en est qu'un exemple bénin. La vermine du palais, ainsi qu'on la nomme, sert de repoussoir, en fait, aux gens dits normaux. La princesse et les suivantes sont d'autant plus agréables à regarder, et il fallait être aidé pour les trouver agréables à regarder, que ouais. Maria Barbola, elle, est vraie vilaine, bien sûr. Voilà. Alors les ménines, sur le blog de l'émission, http://arracaille.blogspot.com. Merci mon Jean. Wally Walou. Ouais, d'accord. Bon, écoute, là je dois dire que j'envie pas du tout Velasquez d'avoir dû vivre au milieu de ce musée un petit peu de Madame Tussaud, le musée des horreurs. Non, Tussaud, c'est pas les horreurs, non? Oui. Il y a un musée à Londres qui est un musée des horreurs, tu connais? Alors, on ne sait pas grand-chose, oui. On ne sait pas grand-chose, mais c'est vrai que ces visages, cette présence effacée dans le miroir, c'est très surprenant. Est-ce que c'est on doute que ce soit quand même une demande qui soit venue de Philippe IV, ou de son épouse. On est aussi surpris que le roi ait supporté ça, quoi. Tu vois. Ouais, tout à fait. Il fait vraiment... On l'a dit, le peintre des peintres, un seigneur parmi les artistes, il avait vraiment les moyens d'imposer sa volonté. D'accord. Ouais. Velasquez, voilà. Bah oui, je crois que c'est inédit dans toute l'histoire de la peinture. Absolument. Ouais, tout à fait. Mon cher Robert. On va donc tout doucement nous acheminer vers une petite musique. Je suis assez circonspect, mais vous inquiétez pas.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité. À Racaille, la 92e, vous me direz, bon, qu'est-ce que vous avez à foutre, mais moi j'aime bien. Bon, donc, de temps en temps, je peux trouver une petite compensation. Je fais tellement de bêtises que, voilà. Avec mon Jean qui va vous parler des expos à voir absolument. C'est ça, Jean? Absolument. Bon, donc c'est absolu. Et donc, alors, vous bougez. En clin d'œil à nos frères, hein, du monde arabe qui sont en train de faire la révolution un petit peu partout, c'était No One is Innocent, révolution.com. Alors évidemment, ils charrient un peu, hein, les révolutionnaires à la souris qui balancent des scuds sur le net et tout. Mais il est quand même à signaler que Internet a été beaucoup utilisé, hein. Il a beaucoup parce que par les internautes de ces pays, hein, pour arriver à se connecter les uns aux autres et à se tenir au courant. Alors, révolution.com, une petite définition du mot de la révolution par Rosa Luxembourg. Oh oui, mon cher Robert. Là, ça m'a explosé, là, oui. C'est super. Qui correspond très bien à ce qui vient de se produire, je crois. Hein. Absolument. Voilà, Rosa Luxembourg, toujours actuelle. Hein. 10 secondes avant, c'était impossible. 10 secondes après, c'était tellement prévisible. Voilà, Rosa Luxembourg. Paf! Dans les dents du petit moulin, du petit ventilateur. Voilà, alors méfiance ou espoir, ça dépend de quel côté on se place, hein, de quel côté de la révolution. Alors la première expo, c'est David Goldblatt, ça c'est à la Fondation Cartier-Bresson. Hein. On parle assez régulièrement, hein, des expos de la Fondation Cartier-Bresson, elles sont toujours remarquables. Hein. La Fondation Cartier-Bresson, Henri Cartier-Bresson, hein, c'est donc 2 impasse Le Bouilly, c'est dans le 14e arrondissement de Paris, et l'expo est valable jusqu'au 17 avril 2011. C'est 50 ans d'une vie de tous les jours, hein, dans la capitale d'une nation déchirée par l'apartheid. C'est à Johannesburg, hein, bien sûr avant l'arrivée de Mandela, hein, blanc et noir ou plutôt non blanc, hein, comme on les appelait. Hein. Comme en témoignent d'ailleurs les écriteaux, hein, qui sont présents sur pratiquement toutes les photos, hein, de ce reportage au jour le jour, étaient mélangés, mais blanc et non blanc, donc étaient mélangés, mais n'échangeaient jamais un regard. Hein. C'est implacable et bouleversant. Hein. Ah oui, voilà. C'est terrifiant. Très très belle expo. Ouais. Et là, il y a une copine qui traduit un bouquin d'Angela Davis sur les prisons, la prison aux États-Unis. Et écoute, c'est terrifiant. Enfin, ça va dans tu vois, avec l'apartheid, avec toutes ces choses. Bien sûr, oui, c'est la même chose derrière. Mais terrifiant. Voilà, c'est Nicole Nicole de Ras-les-Murs qui va s'en servir comme outil pour leur boulot, quoi. Voilà. Et puis là, sa boîte de la sculpture, c'est beaucoup plus léger. C'est Tony Cragg au musée du Louvre, hein, 99 rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement de Paris. Ça, c'est valable jusqu'au 25 avril. Hein, il y a un petit peu plus de temps. Les 5 sculptures choisies en fait par Tony Cragg pour dialoguer avec les sculptures françaises monumentales, hein, des cours Marly et Puget pour ceux et celles qui connaissent bien, hein, ou avec celles de Franz Xaver Messerschmitt, hein, dont on a déjà parlé ici. Qui sont dont l'exposition dure encore, hein, sont de taille, de forme et de nature variée, hein, reflétant la diversité de la pratique de sculpteur de Tony Cragg, hein, tant au niveau d'ailleurs des matériaux, bronze, marbre, fibre de verre ou même bois, hein, que des couleurs blanc, rouge, et des couleurs blanc, rouge, noir, que des méthodes utilisées, hein, circonvolution autour d'un axe central, déplacement latéral des volumes en oblique et en surplomb, accumulation de fines strates, hein, ou percement de la surface. Voilà, l'expo Tony Cragg, donc jusqu'au 25 avril 2011, dans les cours Marly et Puget du musée du Louvre. À toi, Robert. Merci, mon Jean. Donc, je vais revenir là 2 secondes sur cette copine qui traduit le bouquin d'Angela Davis. Elle s'appelle Annie, qu'elle vit en province. Et je voulais la remercier pour le boulot qu'elle fait pour les copains de Ras-les-Murs, qui est pas un petit boulot, qui est vraiment, comme c'est quelqu'un de très sérieux, qui traduit un chapitre environ par semaine, parce que c'est très dur. Bon,
Voilà, on passe une zik ou on attaque... Ah non, les petites annonces, oui, bien sûr. Oui, toi tu... Ouais, les petites annonces traditionnelles qu'on a zappées la semaine dernière parce qu'avec Guillemette, c'était pas possible d'en placer une. Bon. Non, mais il y a des copains qui étaient vraiment contents de cette émission. Hein. Et voilà. On a eu beaucoup de compliments. Ouais, beaucoup de compliments. C'est une copine que j'ai pressenti pour venir dans cette émission. Et je vais envoyer le backup de l'émission. Elle a dit, ah ouais, c'est super émission. Elle va elle a essayé de trouver les dessins de Balthus et tout, tu vois. Elle a trouvé que c'était vraiment, enfin, elle viendra peut-être pas tout de suite quand même, mais enfin, il y a un préjugé favorable. Voilà. Merci donc, Guillemette, pour ton intervention qui a été très suivie. Et puis donc, voilà, pas de la pub, hein, c'est pas de la propagande non plus. Je pense que c'est la réclame. Et c'est bien limité quand même. Pour Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste que vous entendez ce matin, avec quelquefois quelques petits bugs, des petits noirs et des grands blancs. Bon, vous savez, une régie c'est merveilleux, il y a des petites lumières partout, il y a plein de boutons, on n'y comprend rien, mais que c'est quand même intéressant à regarder, c'est magique. Alors donc pour que cette régie reste magique, eh ben Radio Libertaire a besoin, pour l'entretenir, de vos thunes, 20 € la carte d'auditeur, qui aide, à entretenir tout ce matériel merveilleux qui permet de communiquer avec le monde entier. Voilà, et cette carte d'auditeur, vous la trouvez à la Librairie Republico, 145 rue Amelot à Paris, dans le 11e, Jean, c'est ça? Absolument. Ouais. Ah bah c'est quelle station de métro au fait, Jean? Écoute, Oberkampf, fille du Calvaire, République. Il le sait aussi, il sait tout. Enfin bon. C'est ça. Ah, donc Radio Libertaire. Voilà, je passe maintenant à la Librairie Republico dont Jean vous rappelle l'existence toutes les semaines pour que vous puissiez y commander les bouquins dont il vous cause dans le poste, qui sont des bouquins très intéressants. Moi, de temps en temps, j'en achète un. Le dernier que j'ai acheté, dont Jean avait parlé, c'est le bouquin de Pignon. Et j'avoue que c'est passionnant, mais vraiment passionnant. Alors donc, je dis, si Jean vous donne un titre de bouquin, c'est pas pour de rire. Vous pouvez l'écouter et y aller. À la Librairie Republico, 145 rue Amelot, où vous avez deux permanents, Max et Laurent, qui vous accueillent les bras ouverts. Et on est bien, c'est cocooning. Voilà. Vous avez à votre disposition de la littérature générale, mais aussi de la littérature militante, puisque c'est la librairie des anards. Et puis tout ce qu'il peut y avoir comme choses périphériques, gadgets, t-shirts, etc., affiches de propagande, fly aussi. Voilà, c'est la Librairie Republico. Et puis la troisième œuvre de notre chère fédération anarchiste, Le Monde Libertaire, un magazine qui décoiffe, si on veut dire ça comme ça. Pour moi, c'est pas un problème puisque je suis un peu boule de billard, mais par exemple Jean, ça le décoiffe, je peux vous le dire. Bref, avec des articles de fond, des articles militants, des cartoons à chier partout, pour rester poli, et que vous pouvez trouver dans quelques kiosques assez d'élite de la capitale, où vous pouvez les chourer si vous n'avez pas de thunes. Là, c'est autorisé. Ça s'appelle la reprise individuelle. C'est une espèce de chose comme ça qu'on perpétue chez les anards. Et puis à la Librairie Republico qui a un dépôt. Mais là, par contre, vous ne chouerez pas. Vous pouvez le lire sur place si vous voulez en demandant l'autorisation à Laurent ou à Max, mais vous ne l'emmenez pas avec vous. Sauf leur permission, évidemment. Bon, voilà. Donc, Le Monde Libertaire, tous les jeudis. C'est sa parution tous les jeudis. Et même si vous avez des choses à dire, vous pouvez toujours envoyer des articles, pourquoi pas, si vous savez écrire, si vous savez compter, si vous savez lire, si vous savez parler, et pourquoi pas, s'ils sont vraiment dans le trip éditorial du Monde Libertaire, ils peuvent être publiés. Voilà. Ce que je répète à mon camarade Jean depuis pas mal de temps, parce que lui, il sait aussi très bien écrire, mais c'est très difficile de le bouger. Donc, peut-être là, je lui mets la honte, peut-être que ça va l'inciter à faire... Non, pas du tout. Non. On a besoin de plumes au Monde Libertaire. Voilà, j'ai fini mon petit numéro. Je repasse la parole au CD qui est prêt à partir. Et puis après, on passera à la suite du programme, c'est-à-dire... la rubrique pratique.
La rubrique pratique. Donc Jean assume la partie sérieuse, parce que Jean est quelqu'un de sérieux, et moi j'assume la partie plus folklorique, parce que je suis pas très sérieux. Voilà. Et que j'aime pas trop me prendre la tête. Bon, vous le dites, j'envoie. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, sans Dieu et sans maître, avec mon Jean qui va tout de suite vous causer dans le poste de choses sérieuses, parce que Jean est sérieux. Et heureusement, parce qu'autrement cette émission irait complètement au flop retentissant, qui va vous parler de choses qui sont éditées de règlements qui sont édités par le CNAP. Ouais, le CNAP, autrement dit, le Centre National des Arts Plastiques. Hein. Ouais. On revient donc aux 144 questions-réponses sur l'activité des artistes plasticiens. Là, on est dans la partie la partie des droits d'auteur et droits de l'auteur. Attention, hein, le distinguo. Alors, c'est la 11e question. Hein. Quelle est la différence entre une vente d'œuvre et la cession de droits d'auteur? Alors, une vente d'œuvre consiste dans le transfert de la propriété matérielle de l'objet qui constitue l'œuvre. Elle n'entraîne pas pour autant la cession des droits d'exploitation sur l'œuvre au bénéfice de l'acheteur. Voilà, très important. Hein. Un artiste perçoit des droits d'auteur lorsqu'il cède des droits patrimoniaux sur la propriété immatérielle de ses œuvres. Hein. Exemple, droit de reproduction d'un tableau. Un contrat ou une facture peuvent porter sur des œuvres originales, même si elles ne sont pas, en fin de compte, exploitées. Les facturations ou notes d'auteur auxquelles ils donnent lieu sont à distinguer des prestations de conseil ou d'expertise qui sont, elles, rémunérées sous la forme d'honoraires et dont le régime fiscal est différent. Et alors, question numéro 12, quels sont les types d'œuvres d'art pouvant être protégées?
peut-on protéger une idée ? Ça aussi, ça me paraît très important, hein. Donc, les œuvres d'art pouvant être protégées sont les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie. Les œuvres graphiques et typographiques, les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie, les œuvres des arts appliqués. Et alors, une idée, peut-on protéger une idée ? Une idée n'est pas protégeable en elle-même. D'accord. Ouais. Seuls des objets déterminés résultant d'une conception personnelle peuvent être protégés par le droit d'auteur. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Bien. Et tout le monde ne le sait pas forcément, hein. Non, bien sûr, parce que on fait pas la différence entre l'idée et la réalisation de l'idée, quoi. Exactement, voilà. C'est primordial. Okay. Voilà, donc écoute, j'ai envie de te laisser la fin de l'émission. Donc ça, c'est le CNAP. Vous pouvez aller d'ailleurs sur le site du CNAP, parce qu'il y a des tas de questions que vous posez en dehors des choses assez strictes dont parle Jean, mais par les résidences d'artistes, etc., les aides à la première exposition, combien vous pouvez toucher de thunes, les aides à l'aménagement de l'atelier, pam, il y en a plein de choses. Bon. Voilà, et moi pardon, Jean. Il te reste un peu moins de 10 minutes pour ah oui, mais non, pour ta relation amoureuse qui dure quand même depuis un petit moment maintenant, avec Véronique Chambaud. Aux éditions Duno, les guides juridiques et fiscales de l'artiste. S'installer et choisir son statut, promouvoir et protéger son œuvre. Et là, aujourd'hui, c'est l'organisation de l'exposition. Là, la dernière fois, on avait fait le choix du lieu d'exposition. Avant, on a eu un exposé pour savoir qu'est-ce qu'une foire ou un salon. Et là, c'est l'organisation de toutes ces petites choses. Alors, quand vous aurez fait votre choix au lieu où vous souhaitez exposer, sachez que chaque manifestation a ses propres procédures de sélection. Certaines sont réservées aux galeries, d'autres sont ouvertes ou réservées aux artistes. En général, il y a un comité qui examine les candidatures et qui choisit les artistes invités. Je vous rappellerai quand même, là, la Véronique et la Chambaud, toutes les deux réunies, et manquent de cartouches, parce que il y a des salons qui sont mixtes, c'est-à-dire galeries et artistes. Pas forcément séparés. Il y en a un qui va se tenir en Suisse, là où un copain va aller. Sa maman lui file des thunes pour exposer. 3000 € pour exposer ses nanars. Et il y a des galeries et il y a des artistes. Lorsque vous êtes sélectionné, vous aurez des droits de participation, l'adhésion ou d'accrochage à acquitter, plus éventuellement une contribution pour la parution dans le catalogue de l'exposition. Comme je viens de vous le dire, 3000 €. Sans compter les frais d'hôtel, de transport, etc., etc. Même en cas de gratuité, il y a souvent des frais à payer. Oh oui. Et si vous vendez une œuvre sur le salon, un pourcentage peut être prélevé. Oh oui. Son taux oscille en général entre 10 et 20%. Alors non seulement ils vous font payer le stand, ils vous font payer l'éclairage, ils vous font payer et en plus, ils raquettent sur les ventes. Enfin bon. Avant de vous engager, vous avez intérêt à bien étudier les conditions d'exposition. Et lorsque vous décidez de participer, vous devez toujours étudier le règlement intérieur de la manifestation, la liste des prestations et leur tarification. Oui, là, c'est vraiment très important parce que vous pouvez vous faire bananer d'une manière invraisemblable. Sachez que le dossier d'admission est en fait un véritable contrat, surtout qui est fait pour protéger les intérêts de l'organisateur, qui détermine vos obligations et celles de l'organisateur. C'est surtout les vôtres, parce que l'organisateur n'en a pas beaucoup. Si aucune forme n'est imposée, il doit comporter un certain nombre d'indications telles que l'identification de l'organisateur de la manifestation, son nom, sa raison sociale, son adresse, son SIRET, etc., etc. L'identification de l'exposant, même chose. Les œuvres présentées, la description, les prix, accompagnés éventuellement de photos, toujours accompagnés de photos. Je précise, le lieu d'exposition, description du lieu ou du stand, dimensions et prestations, électricité, téléphone, gardiennage, etc. Des droits ou frais d'inscription avec le détail des prestations concernant l'exposition, le téléphone, le catalogue, tout ce qu'ils peuvent vous refiler, quoi. C'est les, comment on appelle ça, pas des dommages collatéraux, mais ça y ressemble. Voilà. Les assurances en cas de vol, destruction. Alors là, vous avez
ça coûte une fortune, responsabilité civile et les possibilités de recours contre les autres exposants en cas de sinistre. Je vois pas pourquoi on aurait une possibilité de recours contre les autres exposants, mais enfin bon. L'acompte entre le quart et le tiers du montant. Et je dois vous dire que bien souvent, les acomptes, si vous ne le faites pas, pour une raison ou pour une autre, si vous êtes empêché de vous pointer dans le salon pour lequel vous avez payé un acompte, eh ben vous pouvez toujours lui dire ciao à l'acompte parce que vous le récupérez jamais. Alors il y a évidemment un règlement intérieur, guide de l'exposant, toutes les contraintes qui sont pour l'exposant, ainsi que le détail des animations, événements publicitaires, concours, doivent aussi être envoyés en même temps que le dossier d'admission. Vous devez pour cela être vigilant et bien les étudier. Votre attention doit se porter plus particulièrement à la rubrique assurance. Elle indique la procédure à suivre en cas de sinistre, vol ou détérioration, quand l'organisateur propose une assurance, ce qui est vraiment très rare. Et puis même s'il y en a une, je veux dire, c'est mission impossible de se faire bouger le cul des assurances. Pour les payer, ouais, mais pour rembourser, non. Exposer dans un salon est souvent une action de promotion opportune. Bah voyons. Mais si cela a un coût, c'est pas mais, c'est cela a un coût, il faut l'envisager comme un investissement. À vous d'apprécier si cela vaut la peine de consacrer 100, ça jamais, 500, ça commence, ou 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Elle dit pour faire plus, moi je peux vous dire que ça peut aller très très loin. Pour présenter et vendre vos œuvres, pour vous en faire une idée, allez à la rencontre d'artistes qui exposent déjà dans un salon où vous envisagez de participer. Assurément, les artistes choisissent cette option parce que ce sont en général de profitables opérations. Et si cela ne vous rapporte pas autant que vous l'espériez, c'est peut-être que votre choix était erroné. Bah voyons. Tous les salons ne sont pas bons, merci de nous prévenir. À vous de faire le tri et de ne participer qu'à ceux qui sont susceptibles de vous rapporter en termes de notoriété et sur le plan financier. Alors, j'ajouterais d'une manière un peu sarcastique qu'évidemment tout ça c'est un gros blabla parce que moi j'ai jamais participé à des choses payantes, mais j'ai des copains qui sont vraiment accros à ce truc-là. Il faut pour être accro à ce genre de choses, il faut avoir quand même un fonds de roulement assez conséquent. Parce que le copain, la dernière fois, il a payé 2000 euros pour un salon, il en a gagné 5000. Non, 3000, il en a gagné 5000. 1000 euros de frais de déplacement, d'hôtel, de resto et tout ça, il lui restait 1000 euros, quoi. 1000 euros pour galérer, emmener ces trucs là-bas en bagnole, trouver une bagnole, déjà quand on n'en a pas, ou un moyen de transport, déballer, machiner, rester pendant les quelques jours de l'expo sur le stand, voilà, c'est vraiment très éprouvant physiquement déjà. Et puis le résultat est pas du tout garanti. Parce que c'est comme le loto, hein, pour un qui gagne le gros lot, les autres ils payent pour ça, quoi, tu vois. Voilà mon Jean. Bon, n'écoutez pas quand même trop Robert, hein. Il essaye en fait de décourager la concurrence. Bon, je plaisante. J'envoie la zik. Au revoir mon Jean. Allez, à la semaine prochaine. Et puis, on avait écouté Major Lazer, Hold the Line, et là on finit avec les Pets. A good day for telling lies. D'accord mon Jean, donc je baisse ton potard,
Voilà, et puis on va vous laisser avec Break This Mess et Laurent, son cocktail de musique radicale.